Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Frédéric Thomas. Salut Frédéric. Salut Jean-Michel. Alors Frédéric, on l'a déjà interviewé sur le balado il y a quelques années de ça, dans l'épisode 389 sur la détection du mensonge. Et puis il avait fait une conférence à Sceptic in the Pub à Bruxelles sur le même sujet. C'était l'épisode 395, mais aujourd'hui, on ne va pas parler de la détection du mensonge. Pourtant, c'est un de ses sujets favoris, mais il a écrit un livre, Frédéric, il a écrit un livre qui s'appelle « Dis, c'est quoi l'esprit critique ?» Pour ceux qui sont sur la vidéo YouTube, je suis en train de le montrer à l'écran, qui est dans la collection de Nadia Geertz en Belgique, aux Renaissances du livre. Avant de parler un peu du livre, donc oui, en fait, pour les auditeurs, forcément, c'est un livre d'introduction à l'esprit critique. C'est des sujets, si vous écoutez Scepticisme scientifique, vous connaissez bien, mais je voulais faire un petit coup de pub à Frédéric comment dire, parce qu'on me demande souvent qu'est-ce que tu conseilles comme livre pour les adolescents et des choses comme ça. Donc voilà, on va présenter son livre et voilà, on le conseille pour les adolescents, c'est ça qu'on va en dire principalement. Mais tu peux dire un mot sur toi? C'est exactement ça. Ouais. Oui, je peux dire quelques mots même. Je suis donc de base, je suis linguiste spécialisé dans l'analyse du discours. J'ai fait un mémoire sur l'analyse du débat Hollande-Sarkozy, qu'on a tous en tête. Si on l'a vécu au moins une fois dans sa vie, moi j'ai eu la chance de l'entendre 3 fois intégralement, et je crois que ça a détruit quelques neurones dans ma tête. Ce qui m'a du coup poussé à faire un doctorat en psychologie qui touche à sa fin. Là, on est vraiment dans la dernière ligne droite, c'est-à-dire que tout est soumis et si tout va bien, on me laisse soutenir. Et du coup, comme tu l'as dit, ma spécialité, c'est le mensonge et sa détection, la compréhension des mécanismes cognitifs qui sont à l'œuvre derrière le mensonge. Et bien, dans ce cas-là, quand on débarque sur un sujet comme celui-là, on a tendance à avoir des idées préconçues, prédéterminées. Et j'avais complètement faux. J'étais complètement à côté de la plaque quand j'ai commencé ma thèse et j'ai dû corriger le tir. Ça m'a pris plus de 5 ans. Et bien, l'esprit critique a donc fait partie intégrante de ma vie. J'ai dû passer par une phase critique sur mes acquis pour acquérir de nouvelles connaissances. Et ça pousse à la réflexion et du coup à l'écriture d'un petit bouquin. Tout à fait, tout à fait. Oui, donc, comme je le disais, c'est chez comment dire, la collection de Nadia Geertz, qui est une très chouette collection. J'avais déjà lu celui sur le féminisme que Nadia Geertz a d'ailleurs écrit elle-même dans ce cas-là. C'est très court comme ça. Ça fait, je regardais le nombre de pages, mais j'allais dire 100, mais c'est même 90, juste en dessous, 95, je pense. ouais, quelque chose comme ça, ça. c'est ça, ouais. Et oui, donc, ouais, raconte-nous un peu comment tu as travaillé pour écrire ce livre, quel public tu visais. Parce qu'en fait, finalement, oui, quand je parle de la taille, c'est ça. Moi, je me dis, si je vais écrire un livre sur l'introduction à la pensée critique et que j'ai que 100 pages, qu'est-ce qu'on met dedans, quoi? Tu soulignes le problème majeur de ce bouquin. Donc, j'explique d'abord comment j'en suis arrivé à écrire ce livre, parce que c'est complètement... c'est une histoire aussi simple qu'invraisemblable. Donc, je connaissais Nadia Geertz parce qu'elle avait enseigné dans le lycée où j'étais. J'étais au lycée Émile Jacquemin. Et donc, j'avais eu l'occasion de la croiser plusieurs fois. Et puis, eh bien, au fur et à mesure des années, j'ai suivi un petit peu ces combats féministes et laïques. Et j'ai vu qu'elle publiait des ouvrages dans une collection qui s'appelle Dis c'est quoi. Je me renseigne un peu et j'apprends qu'un ouvrage sur les théories du complot est sorti. Très intéressant comme sujet, surtout pour quelqu'un qui s'intéresse au scepticisme. Donc j'achète le livre de Sébastien Chenavet, qui s'appelle Dis c'est quoi, les théories du complot, et j'ai trouvé ce bouquin génial. Pour quelqu'un qui n'est pas versé dans la thématique des théories du complot, c'est une très bonne introduction, tout en gardant un peu de légèreté, puisqu'en effet, comme tu l'as dit, la collection Dis c'est quoi, elle est surtout orientée vers les adolescents et les jeunes adultes. L'idée étant de mettre à la portée de cette population une thématique dont ils entendent régulièrement parler dans leur sphère sociale,
mais dont on parle très peu en réalité et sur lesquels les experts ont très peu de place pour s'exprimer. Donc on parle de thématiques comme les théories du complot, mais également les droits humains, les droits de l'enfant, ce que c'est un génocide, toutes des thématiques très sympathiques, hein, tu l'entends, le féminisme, la religion, la franc-maçonnerie, bref, autant de sujets, l'antisémitisme qui est un des derniers, qui est sorti d'ailleurs en même temps que le mien, et il n'y avait rien sur l'esprit critique. Et je me suis dit, c'est génial, je vais écrire un bouquin sur un truc que je pense maîtriser et faire mon autocritique sur l'esprit critique. Et ça a été un chemin qui était long et douloureux. Donc j'ai mis 1 an et demi à écrire ces 96 pages parce que je pensais connaître la thématique et bah, on tombe dans l'adage, plus j'en découvre, moins je sais que je sais. Et c'est horrible. Mais c'est 96 pages où j'ai essayé de condenser l'essentiel, une espèce d'outillage critique que les jeunes adultes, on parle de 15 à 20 ans, hein, quelque chose comme ça, pourraient utiliser ou en tout cas contempler pour se remettre en question. Parce qu'on voit bien que tu brasses en même temps beaucoup de choses. Hein. C'est vrai, tu fais un peu de philo, tu introduis un peu de philo, puis après tu passes à l'histoire des sciences, puis au biais cognitif. Et alors à chaque fois, pour chacun, forcément avec 95 pages, bah, pour chacune des choses, tu n'as pas tellement de pages pour en parler, quoi. Donc c'est vraiment arriver à l'essentiel super vite. Hein. C'est ça, et le grand problème, c'est que bon, les biais cognitifs, par ma formation, j'en ai quand même une connaissance relativement stable, mais philo des sciences, j'y ai touché un petit peu parce que j'ai dû enseigner l'épistémologie à l'université, mais quand on est rentré dans le domaine de la philo, là, j'ai été dépassé à une vitesse assez incroyable. Oui, ok, Descartes, Hume et des personnes comme ça, et puis on remonte dans le temps et ça devient complexe. Des personnes comme Arcésilas de Pitane ou Pyrrhon d'Hélice sont des auteurs que je n'avais jamais lus. Et donc, eh bien, c'est pour ça que ça a pris 1 an et demi, c'est que j'ai pris le temps de les lire et de ne pas simplement lire ce qui était à ma disposition gratuitement et immédiatement. Donc, j'ai essayé de me retirer de mon heuristique de disponibilité pour essayer d'aller chercher un petit peu plus loin ce qu'on pouvait en dire, mais au final, quand même, condenser l'essentiel dans quelques pages. Oui, tout à fait. Bon, un des trucs que j'ai bien aimé dans le bouquin, c'est le fait que c'est... Parce que bon, il y a d'autres livres d'introduction à l'esprit critique, mais forcément qui datent. Il y a évidemment Baillargeon, son manuel d'autodéfense intellectuelle, qui est un classique, je dois dire que je pense que tous les sceptiques devraient lire. Je pense que le sien est déjà, s'adresse déjà à un public plus averti que le tien, qui vise plus, comme on l'a dit, des jeunes adultes. Hein. Le sien, j'imagine déjà que ça pourrait être un manuel pour un cours d'esprit critique ou de zététique à l'université. Mais ce qui est chouette avec le tien, c'est que c'est récent, enfin évidemment, parce que le manuel de Baillargeon, ça date d'il y a probablement, à la louche, je dirais 10 ans, quelque chose comme ça, au moins 10 ans. Mais toi, tu traites de trucs assez contemporains, enfin, tu parles de vidéos YouTube, de chaînes YouTube que tu aimes bien, et puis alors, le truc qui m'a vraiment fait, enfin, pas rire, mais qui est vraiment cool, c'est que tu abordes Raoult dans le bouquin, avec l'hydrochloroquine, évidemment. Ah bah, comment dire, j'ai pas pu le rater, lui, malheureusement. Hein. Il occupait l'information de manière conséquente. Et donc, je me suis dit, bah, la période du Covid qu'on vit actuellement va marquer les esprits. Et Didier Raoult est clairement une figure de proue médiatique lorsqu'on parle du Covid. D'ailleurs, on l'entend plus vraiment là en ce moment. On ne sait pas ce qui se passe vraiment, mais les chiffres, en tout cas dans sa région, ne sont pas rassurants. Donc, je pense qu'il a dû écraser un petit peu. Mais en tout cas, il était partout et on avait beaucoup tendance à croire ce qu'il disait. Pourquoi? Parce qu'il y avait un effet d'autorité de la personne, fatalement. C'est l'effet blouse blanche du médecin qui a mis des milliers de publications, tellement de publications qu'il devrait en publier une tous les 6 jours, si j'ai bonne mémoire. Enfin, c'est quelque chose d'assez invraisemblable. Et du coup, je me suis dit, bon, on va essayer de détailler un petit peu comment on peut s'y prendre lorsqu'on est face à ce genre d'informations,
comment est-ce qu'on peut adopter une démarche plus lente, hein, parce que c'est de ça qu'il s'agit au final. Et donc, j'ai expliqué bien ce que j'ai fait lorsque la première publication de Didier Raoult est sortie, c'est aller lire la publication. Alors, c'est pas à la portée de tout le monde, je suis bien d'accord, mais l'idée là derrière, c'est de donner peut-être une notion clé, qui est celle du groupe contrôle. Une étude sans groupe contrôle ne peut pas affirmer l'effet d'une médication si on n'a pas la preuve que le placebo n'a pas le même effet. Et dans son étude, eh bien, il n'y a pas de groupe contrôle. Bon, qu'est-ce qu'on en pense dans ce cas-là? Eh bien, on ne peut pas tirer de conclusion de ça. On ne peut pas tirer de conclusion de l'étude qu'il met en avant médiatiquement. Donc, on en revient du coup à nos philosophes antiques, hein, on suspend notre jugement et on atteint un état d'incrédulité qui en fait est relativement agréable et confortable au final. Quand on apprend à adopter cet état d'incrédulité et de dire en fait on ne sait pas, ça fait du bien cognitivement parlant. Oui, c'est ça. Et c'est ce que tu viens de dire là, finalement, c'est ce que tu décris en un peu plus long dans le livre. Tu expliques, parce que oui, on ne l'a pas encore dit, mais en fait, le livre est un dialogue avec ton neveu, si mes souvenirs sont bons. Ah, mais est-ce vraiment mon neveu? Là est la question. Oui, c'est le plus simple, entre guillemets, puisque il a à peu près cet âge-là, il est un peu plus jeune, mais bon, c'est pas compliqué. Et en général, ce sont des enfants curieux que j'ai l'occasion de rencontrer, donc c'était assez simple à mettre en place. Oui, c'est toujours pédagogiquement pas mal d'avoir un dialogue comme ça avec quelqu'un qui pose des questions. Et c'est vrai que donc, ton neveu, enfin, le personnage de ton neveu pose des questions et tu lui décris, par exemple, là, ce que tu viens de dire pour Raoult, la procédure, tu es allé lire l'article, puis tu observes. Et donc, ce qui est sympa, moi, je trouve, c'est que ça donne vraiment des exemples concrets. D'ailleurs, à certains moments, tu donnes un exemple plus théorique et puis ton neveu, par exemple, pour les biais cognitifs, ton neveu te relance et dit, mais tu n'aurais pas un exemple plus concret dans la vie réelle ou quelque chose qu'on peut vraiment utiliser de manière concrète. Ça, j'ai Tout à vraiment bien fait. aimé. Mais c'était tout le challenge, en fait. C'est que euh, quand on aborde des sujets comme la psychologie, comme la philosophie, on reste souvent dans une démarche un peu théorique pour les jeunes et c'est très difficile de les mettre au contact en fait de cette philosophie et de cette psychologie dans le monde réel. Et du coup, je me suis un peu décarcassé la tête en me disant, bon, on va quand même parler de choses assez abstraites, hein, des biais cognitifs. C'est quelque chose, quand on les explique, quand on explique les heuristiques, ce sont des éléments extrêmement abstraits et difficiles à concevoir. Et donc, on essaye de trouver des exemples contemporains, hein, puisque c'était ça le gros challenge. Donc oui, YouTube y est passé fatalement, Amazon y est passé, le Covid y est passé, voilà, autant de choses qui m'ont permis en fait d'appuyer et d'illustrer ces éléments, ces outils de l'esprit critique. Oui, oui. Dans tous ces outils, enfin, parce que voilà, comme tu brasses différentes choses, en fait, finalement, pour en revenir à peut-être la définition de l'esprit critique, enfin, ouais, il y a le pôle philosophie, il y a le pôle science, il y a le pôle biais cognitif, etc. Qu'est-ce qui te semble le plus intéressant? Enfin, en fait, c'est une question un peu vague que j'ai en tête, mais ma question, c'est un peu, c'est quoi ta conception de l'esprit critique? C'est quoi l'esprit critique pour toi, alors, après tout ce cheminement que tu as fait? C'est génial. J'ai écrit un bouquin de 96 pages et en fait, je ne sais toujours pas répondre à cette question de manière précise. C'est horrible. En fait, ce bouquin a été une vraie introspection pour moi. Ça a été un vrai cheminement dans ma conception de l'esprit critique parce que on est tous, on pense tous être doués d'esprit critique. On pense tous avoir ces outils qui nous empêchent de nous tromper. Et je pense qu'on a un joli biais d'optimisme à ce niveau-là. En fait, on ne connaît pas grand-chose. Oui, on connaît les biais, oui, on a entendu parler de certains outils qui nous permettent de vérifier des fake news, etc. Mais qu'est-ce que c'est vraiment l'esprit critique? Pour moi, l'esprit critique, c'est notre capacité à nous remettre en question lorsque nous sommes face à une information qui nous semble extraordinaire ou même qui flatte notre esprit, mais c'est également un chemin qui vise à nous porter vers une libre pensée.
Et je suis issu de l'Université libre de Bruxelles, donc j'ai été, on va dire que j'ai baigné dans cette pensée libre exaministe, hein, d'essayer de s'affranchir de toute autorité et, comme dirait Gérald Bronner, de faire notre déclaration d'indépendance mentale. Et j'ai trouvé que c'est un bel objectif en fait dans la vie, hein, tout simplement, c'est essayer d'atteindre notre seuil d'objectivité le plus proche de l'objectivité avec un grand O, même si on sait de base qu'on n'y arrivera jamais, eh bien on essaye d'évoluer petit à petit. Et pour résumer en gros l'esprit critique, pour moi, c'est le credo que je dis souvent, c'est moins con chaque jour. Très bien, très bien. Oui, c'est vrai, tu mentionnes l'ULB aussi dans le livre. Enfin, c'est toujours le petit cocorico. Enfin bon, ouais, entre Belges. Puisque ouais, c'est vrai qu'on l'a pas, si on l'a pas mentionné, je pense que ça devrait être clair à ce stade-ci que tu es belge comme moi. C'était assez sympa. Et alors, oui, tu as aussi mentionné Gérald Bronner qui a eu la gentillesse de t'écrire une préface pour le livre, effectivement. Tout à fait, tout à fait. Et solide préface d'ailleurs, j'ai dû la relire 2 fois, mais la préface est comme beaucoup de choses qu'il écrit assez brillante et permet en fait de donner un contexte plus large et peut-être plus pointu à ce que le livre développe. Donc mon conseil en fait, c'est de lire la préface après avoir lu le bouquin. C'est paradoxal, mais en ayant lu le bouquin, en fait, on a un regard beaucoup plus, j'espère, beaucoup plus affûté sur la préface et qui permet du coup d'ouvrir le champ des possibles et des réflexions sur des philosophes que je n'aborde pas, sur des concepts sociologiques que je n'aborde pas, psychologiques que je n'aborde pas. Donc voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. De toute façon, c'est vrai qu'on conseille pour les jeunes adultes, mais moi, je l'ai lu avec intérêt, hein. En fait, moi, j'aime bien lire les livres d'introduction parce que je trouve que ça donne toujours à réfléchir. Même si quelqu'un plus expérimenté dans le domaine, comme moi, j'aime bien me dire comment est-ce qu'il a abordé le sujet, quelles informations il présente, dans quel ordre. C'est toujours. Et puis, rien que pour les exemples que tu donnes, qui sont justement contemporains, c'est assez gai de voir les exemples que tu abordes. Donc, moi, je le conseille même à des adultes. Je pense que ça fait jamais de mal de se rafraîchir un petit peu. Ouais. Les livres dont on entend parler, souvent dans le domaine zététique, hein, ou dans le domaine sceptique, ce sont des livres qui commencent petit à petit à dater. Et ben, moi, mon objectif, c'était d'essayer de remettre un petit peu ces concepts au goût du jour, de les vulgariser, mais au sens premier vraiment du terme, c'est de mettre ces concepts à la disposition du peuple et bien d'introduire de nouveaux éléments aussi, fatalement. Alors, les sceptiques qui se tiennent au courant n'apprendront peut-être pas grand-chose, mais j'espère avoir produit un travail qui peut être utile dans un cadre pédagogique, dans le cadre des problèmes actuels qu'on rencontre quand il s'agit de parler de libre expression et de liberté de pensée. Eh bien, ce genre de réflexion est pour moi plus que fondamental. Non, c'est clair. Enfin, tu fais bien d'insister là-dessus sur l'aspect mise à jour m'a vraiment frappé parce que effectivement, un jeune de 18 ans à l'heure actuelle, il aura grandi avec YouTube, etc. Et donc, si on lui présente un livre sur l'esprit critique qui finalement ne mentionne même pas YouTube, il y a une sorte de décalage qui se crée insidieux. Ouais. C'est exactement ça. Et en fait, c'est tout l'avantage de cette collection qui est assez intéressant, c'est de parler à des jeunes, en tout cas des jeunes fictifs, hein, puisque on ne les rencontre pas forcément, mais ça nous permet en fait d'essayer d'adopter leur point de vue. Et c'est une autre des clés de l'esprit critique pour moi, hein, c'est comprendre l'autre sans le juger et essayer d'adopter son point de vue et de progresser avec cette personne petit à petit. Ça ne veut pas dire qu'on est tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit, hein, loin de là, mais ça nous permet en fait de sortir d'une posture de sachant et d'adopter une posture d'horizontalité avec l'autre et de se mettre en fait à son niveau. Une fois qu'on est à son niveau, et bien on peut dialoguer beaucoup plus facilement. Oui, chez nous, en Belgique, en France, c'est toujours, ça dépend. Mais chez nous, on a les cours de religion, morale, citoyenneté maintenant. Et je pense que pour quelqu'un qui donne cours dans le secondaire supérieur, c'est un outil qu'il peut franchement utiliser. Enfin, t'es prof aussi, c'est ça que tu disais? Oui, alors j'ai la chance d'enseigner cette année à l'université Sorbonne Nouvelle en psychologie de la communication.
Et j'enseigne donc au premier semestre des cours méthodologiques, hein, où du coup je suis obligé de parler de choses comme les biais, mais pas les biais cognitifs, les biais de manipulation, les biais méthodologiques qu'on peut mettre en place dans le cadre d'un questionnaire ou dans le cadre d'un entretien. Et puis au deuxième semestre, ce seront des cours plus pratiques et théoriques à la fois, puisqu'on parlera notamment de psychologie de la communication à proprement parler. Super, super. Très bien, mais écoute, ouais, j'espère que ça va donner envie soit à mes auditeurs, soit de lire le livre pour eux-mêmes, soit de l'acheter, de l'offrir à leur petit-neveu, comme tu parles à ton petit-neveu dans le bouquin. Je pense que c'est un beau cadeau, mais ça peut être un cadeau empoisonné. Si on l'offre comme ça, sans justifier, sans expliquer davantage, et même sans le lire avec la personne, je pense que le cadeau risque d'être mal reçu. C'est un peu comme recevoir un aspirateur à Noël et penser qu'on est dégueulasse. Là, recevoir un bouquin sur l'esprit critique, c'est félicitations, tu es un débile. Non, non, c'est pas ça. Il s'agit en fait d'essayer de. En fait, ce livre est pour moi une clé de dialogue. C'est quelque chose qui vise à rassembler les gens et à discuter sur certains points. Et j'ai des gens qui m'ont fait un retour sur le bouquin, parce que notamment dedans, je dis que Dieu est infalsifiable. Et quand on touche à la politique ou à la religion, eh bien fatalement, il y a des retours, mais le bouquin permet d'en discuter et d'échanger dessus. Et donc, j'espère que ça va susciter la discussion et le débat. Oui, c'est vrai, parce que tiens, j'en profite pour le mentionner. Il y a un groupe zététique sur Facebook qui s'appelle Enfants de Z, où c'est des zététiciens qui se conseillent entre eux des livres pour les enfants et les adolescents. Et c'est vrai qu'on se retrouve finalement à souvent conseiller des livres d'introduction à la méthode scientifique ou sur l'astronomie, etc. Mais de manière assez étonnante, c'est assez fou le fait qu'il y ait finalement peu de livres sur l'esprit critique à destination des enfants et des C'est ça. adolescents. J'ai le souvenir d'une bande dessinée sur les théories du complot. Et puis, ben, pour les adolescents, j'ai rien trouvé vraiment qui permettait, même en langue anglaise, hein, c'est pas toujours facile à trouver. Et du coup, eh ben, on essaye de remplir un peu le gap que ça crée. Et voilà, ça fait 96 pages, c'est pas énorme, 96 pages pour nos amis français. Et on espère que ça. Oui, je crois que la bande dessinée, c'était Gérald Bronner qui l'avait fait, donc elle était quand même déjà d'un D'un autre niveau, d'un on va autre dire. niveau. Oui, c'était pas. Je n'ai pas cette prétention-là du tout dans ce bouquin. C'est vraiment une mise à plat en fait des théories et des outils, quoi. Oui, mais je pense, enfin, c'était pas, c'est dans le sens que je pense qu'il faut aussi un continuum de difficultés dans les produits qu'on propose. Enfin, je veux dire, je trouve que Bronner, évidemment, ce qu'il fait, c'est très intéressant, mais c'est pas forcément ce qu'on donnerait comme première lecture à quelqu'un. Non, non, en effet. Euh, Écoute, moi, j'ai tenté la lecture de Alexandre Coiré. Je sais pas si tu vois. C'est de astrophysique. C'est waouh. J'étais pas prêt. Je n'avais non. pas tous les outils et pourtant c'est un livre essentiel lorsqu'on parle d'esprit critique et de scepticisme. Mais waouh. Ouais, non, c'est clair. Ouais, parce que par exemple, moi, on me demande, comme j'ai fait Zach et Zoé pour les enfants de primaire, on me dit, bah, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on peut donner après? Bon, alors le tien, moi, je dirais secondaire supérieur quand même, donc 16, 17, 18. Donc en fait, il nous manque encore quelque chose dans la tranche secondaire inférieure, je dirais. Il y a encore du travail à faire, mais c'est vrai que Bon, c'est bah, bien je que m'y mets, hein. Non, mais c'est très compliqué aussi parce que l'avantage de cette collection, c'est qu'elle est dédiée à l'enfant quasi adulte, hein. Mais aller parler d'esprit critique dans un bouquin pour les 12-15 ans, à moins que ce soit quelque chose de fictionnel qui a pour sous-couche l'esprit critique, on ne pourra pas aborder toutes les thématiques aussi frontalement que je pourrais le faire dans le bouquin, en mentionnant directement les biais cognitifs, en mentionnant directement toute l'histoire de l'objectivité au XVIIIe siècle. Enfin, il faut du coup un brin de pédagogie et probablement switcher théorie-exemple pour partir de l'exemple et découler après vers la théorie. Mais voilà, s'il y a des éditeurs qui souhaitent discuter de ça, je pense qu'on a beaucoup de boulot là-dessus en tout cas. Ouais, j'ai récemment trouvé des livres comme par exemple sur l'effet du Cottingley, il y a un roman qui est sorti, ou alors, oui, Abgral avait sorti un livre sur les sectes qui était un roman avec quelqu'un dont les parents rentrent dans une secte. Donc en fait, c'est comme tu dis, hein, une fiction, mais qui introduit finalement
la pensée critique par la bande. Mais évidemment, ça n'aborde qu'un seul sujet, quoi. Évidemment, Abgral, dans les années 90, c'était début des années 2000, c'était sur les sectes. Celui sur l'effet du Cottingley, bon, bah, c'est le paranormal et la fraude dans le paranormal, mais ouais. Enfin, j'ai pas de solution miracle, hein, sur comment enseigner Non, toutes non, ces mais tranches d'âge, mais c'est pour ça qu'on est là, hein. On réfléchit, on essaye de proposer quelque chose et de voir comment ça peut fonctionner. Mais en fait, ma démarche, c'est de partir des études scientifiques qui ont été faites dessus et de voir un petit peu ce que ces études ont pu développer comme outil et de traduire ça potentiellement dans une littérature accessible aux jeunes. ouais, génial. Cool. Ouais, j'avais envie de te demander, c'est quoi tes projets futurs? Est-ce que tu as, enfin voilà, t'as terminé ce livre, je suppose que tu es un peu dans l'épuisement post-accouchement du livre. Mais, Alors, on est dans un épuisement globalisé, post-livre, post-thèse, post-projet de e-learning sur la détection du mensonge. Enfin, il y a eu beaucoup de choses ces derniers temps. Donc, à mon avis, je vais tenter de continuer à donner cours en distanciel à Paris. Et puis, on verra pour la suite. ouais, Mais j'ai pas envie de m'arrêter là, parce que prendre la plume, ou en tout cas le clavier, c'est un vrai plaisir d'essayer d'articuler ses propres idées. Et à tous ceux qui nous écoutent, faites ceci, articulez vos idées à l'écrit. On prend le temps, en fait, de se rendre compte qu'on ne sait pas grand-chose. On cherche à approfondir, du coup, ce qu'on ne sait pas. Et comme je vous l'ai dit, moins con chaque jour, ça passe par là. C'est écrire ce qu'on découvre, écrire ce qu'on pense et se rendre compte de nos propres limites. Si tout le monde faisait ça, je pense qu'on s'entendrait beaucoup mieux. ah, bah, c'est un joli mot de la fin alors. Bah, écoute, merci pour cette interview. Et puis, bah, écoute, quand tu auras un nouveau projet, on te réinvitera évidemment à une Ah bah c'est prochaine alors. bien gentil. Moi, c'est toujours un plaisir de discuter sur le podcast, hein, bien entendu. Moi, j'adore votre travail. Alors, je suis pas tout, hein, parce que vous êtes tellement prolifique que j'arrive pas à suivre. Mais tout ce qui a trait à la psychologie et à l'esprit critique, à la philo des sciences, je trouve ça fascinant. L'interview que vous aviez faite avec Pascal Wenger-Egger récemment, j'ai adoré. Et puis j'ai retrouvé des collègues aussi comme Kenzo Nera, donc dans un des derniers épisodes là. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci, merci. Ouais, au revoir, à une prochaine. Ciao, ciao. Merci. Bye.